Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la collection AFIRSE, Guy Berger directeur. LMARMOZ et SDIDOUAUPETIT Coord. L'évaluation de la recherche universitaire, contexte et efficacité 2015. LSPERLUET RMARMOZ Coord. La recherche en éducation, pluralité et complexité 2014. CHR. PEYRONBONJAN, le cercle des concepts disparus. Philosophie et sciences de l'éducation, 2010. J. Ardoineau, G. Berger, J. Monsieur Huguet, l'éducation, entre autres. Les entretiens de Pelleport, 2009. Monsieur MUKUNGUKAKANGU, vocabulaire de la complexité. Postscriptum à la méthode d'Edgar Morin, 2007. P. Ducoing dire, la recherche en éducation au Mexique. État des travaux 2006. Des mêmes auteurs, aux éditions de l'Harmattan. LERBETSERENTFR, Esperluet Vial FR, dire, Mythe et éducation, collection savoir et formation, 2012. Ambrosio T. Esperluet LERBETSERENTFR, dire, les sciences de l'éducation à la croisée des chemins de l'auto-organisation, collection Ingénium, 2007. LERBETSERENTFR, dire, expérience de la modélisation de l'expérience, collection Ingénium 2004. LERBETSERENTFR, les régulations de la relation pédagogique, collection Cognition et formation, 1997. MARMOZL Esperluet DTDOU au petit s, Coord. L'évaluation de la recherche universitaire, contexte et efficacité, collection AFIRSE, 2015. MARMOZL Esperluet R, Coord. La recherche en éducation, pluralité et complexité, collection AFIRSE, 2014. MARMOZL Esperluet ATTIASDEL ATTREV dire. Ressources humaines, force de travail et capital humain, notions et réalité, collection éducation et société, 2010. Estrella T. Esperluet MARMOZL dire. Indiscipline et violence à l'école, études européennes, collection éducation et société, 2006. MARMOZL dire. L'entretien de recherche dans les sciences humaines et sociales, la place du secret, collection éducation et société, 2001. MARMOZL Esperluet DERRTJ Monsieur Coord. L'interculturel en question, l'autre, la culture et l'éducation, collection éducation et société, 2001. MARMOZL Coord. Education comparée, collection éducation et société, 1998. PEYRONBONJANCHR. Le cercle des concepts disparus. Philosophie et sciences de l'éducation, collection AFTRSE, 2010. Préface. Malgré des constatations qui peuvent paraître pessimistes, la crise et la baisse de moyens qui l'accompagnent peut sans doute finalement aider, en la rendant d'autant plus nécessaire, à une plus large divulgation de la recherche. Toutes les tendances politiques sont d'accord pour présenter la recherche comme le moteur principal du redressement économique des pays, et de multiples questions sont à traiter, car il ne suffit pas de constater les méfaits et les difficultés, il y a trop d'intérêts en jeu. L'ambition est forte car l'éducation est le domaine par excellence, où la collectivité humaine peut apprendre à mieux s'organiser plutôt qu'à seulement essayer d'augmenter les ressources du capital. Parmi les questions sur lesquelles la recherche peut travailler, certaines sont souvent répétées. Que faire pour que les établissements scolaires demeurent le lieu d'initiation au savoir, avec des moyens financiers suffisants et ne soient pas des lieux de publicité envahissante, invitant à une consommation effrénée? Comment lutter contre l'échec de la démocratisation qui persiste dans les différentes sociétés, malgré la prolongation des études? De même, comment lutter contre l'orientation par l'échec dévalorisant élèves et filières et ignorant espoir et possibilités de développement personnel au sein d'une société solidaire? Il est nécessaire que les recherches approfondissent et permettent de mieux comprendre ces questions, en prenant en compte la complexité du fonctionnement de l'éducation. Pour cela sont sans doute nécessaires du crédit et des crédits, des structures de recensement des recherches et la défense argumentée de la spécificité de la recherche en éducation,
sans oublier dans une désespérance inutile, que des projets de recherche peuvent se glisser dans ou à l'occasion de différentes opérations. Ainsi a-t-on pu quand même en réaliser dans le cadre de programmes financés par des fonds communautaires qui ne relevaient pas directement de la recherche. Réunissant les contributions de 17 auteurs, de 5 pays différents, cet ouvrage fait le point sur la situation de la recherche en éducation dans une ambiance de crise. L'apport grec y est important, comme témoignage significatif de ce que l'on peut faire dans l'un des pays européens le plus considéré en crise. L'éducation, la mondialisation, la crise. Un système éducatif en évolution. L'éducation porte l'organisation du monde, elle en dépend aussi dans ses caractéristiques, ses évolutions et ses sursauts. D'où la difficulté aujourd'hui de séparer les trois termes, mondialisation, crise et éducation. La tendance à l'homogénéisation sur l'ensemble de la planète, à la gestion des affaires de l'État selon des règles semblables à celles en œuvre dans les entreprises privées, s'applique aussi à l'éducation, qui apparaît comme une marchandise comme une autre, devant répondre à des impératifs commerciaux. Il en est de même de la recherche. On dénonce souvent une conception managériale de l'éducation dans le cadre d'un néolibéralisme à l'assaut de l'enseignement public, une réforme du gouvernement de l'éducation en fonction de valeurs d'adaptation à la compétitivité avec des formes bureaucratiques et contradictoires. Cet ordre compétitif marque de plus en plus l'éducation et la recherche. L'utilité visée par le système éducatif ne serait plus que de former des employés rentables, des travailleurs sur mesure, en proposant comme service aux entreprises de savoir opérationnel, de l'ordre du prêt-à-porter à consommer dans l'immédiat. La formation, nécessairement progressive, des citoyens passe pour le moins au second plan et le développement d'un esprit critique n'est pas du tout, quoi que l'on en dise, une priorité des programmes d'enseignement. Mais face aux demandes multiples, émiettées, exagérées, désordonnées et illusoires qui leur sont faites, les systèmes éducatifs manquent d'efficacité et s'essoufflent. Est-ce seulement effet de la disparition de la planification, effet de la crise générale, d'une crise de l'éducation ou de la recherche en crise? La mondialisation. Tous les pays, dans le cadre d'un ordre compétitif mondial, assistent à leur mise en confrontation avec un modèle unique. Là est le rôle primordial de l'OMC tandis que les moyens technologiques et la nouvelle proximité qu'ils induisent accélèrent cette mondialisation et ses dérives. Car mondialisation finit par signifier marchandisation, et cela s'applique à l'enseignement et la recherche, ce qui affecte sa qualité et sur sa méthodologie. Le financement de grands programmes est confié à des instances internationales qui n'en maîtrisent pas les coûts, finalement exagérés par rapport à leurs résultats et ce qui en est fait. Tout cela n'a rien à voir avec le mondialisme, évoqué par René Passet, visant à réaliser l'unité de la communauté humaine. La mondialisation néolibérale n'est en rien une mondialisation au service de tous. Elle est prédatrice, comme le montre l'emprise des jeux de la finance, à peu près totalement mondialisée. Ses dimensions idéologiques y aident et lui permettent de prendre des apparences diverses. La crise. La mondialisation est à la base de la crise dont on parle actuellement, crise économique marquant toute la planète. Une crise économique qui est d'abord une crise du système néolibéral mondial. En cela, elle peut apparaître comme sociale et politique et secondairement économique, en même temps qu'elle peut prendre des formes différentes et entraîner des mouvements différents. La crise pour les Grecs peut paraître proche de la crise pour les Portugais mais pas de la crise pour les Français. Finalement, si la crise semble dissible, comme instituée, le concept de crise paraît peu défini sauf parfois en ce qui concerne ses aspects économiques. Plus exactement, il rencontre des définitions et des aspects multiples. L'on parle d'une crise de l'école, d'une crise de l'éducation, d'une crise de la culture, mais c'est la crise de l'échec de l'organisation néolibérale du monde qui est ainsi en acte, la crise n'est pas parcellaire. Cela n'empêche pas de penser que la crise de l'éducation, de grande ampleur, planétaire, est plus dommageable que la crise économique et qu'il faut craindre des crises de plus en plus violentes tant que ne sont pas mises en place un nouveau système et les conditions éducatives pour y parvenir. Présenter la crise comme une situation exceptionnelle peut paraître rassurant, mais aussi, n'est-ce pas le caractère permanent de la crise qui fait que l'on s'intéresse surtout aux orientations, aux questions, aux aspects politiques généraux, sans souci de la recherche?
Car si la crise peut prendre des formes différentes selon les pays, selon leur organisation sociale, un aspect commun est de peu opérationnaliser la recherche, et en particulier celle relevant des sciences humaines et sociales, en particulier dans les petits pauvres ou appauvris. Mais partout, finalement, si l'on se rappelle que crise vient de crisis, décision, cela ne peut que signifier que la crise est un moment décisif par excellence, un moment où l'on ne peut plus se contenter d'accepter et où l'on se doit d'agir. La crise, espoir pour la recherche en éducation ? Louis Marmot. De quoi parle-t-on quand on parle de crise ? Car même lorsque l'on se limite à parler de crise de l'éducation, l'indéfinition est la règle et le substantif peu porteur de sens. Pourtant, parler de crise n'est pas anodin et correspond à l'évocation d'une réalité durable dont les caractéristiques peuvent être définies. La crise aujourd'hui est reconnue mondiale. Nous ne sommes plus dans des crises de croissance du capitalisme mais bien dans une crise remettant totalement en cause son fonctionnement. Il s'agit donc de faire face, d'agir et de créer face à un mot d'ordre d'immobilisation générale. Il y a crise donc, on ne peut plus rien faire. Il ne s'agit plus de revenir sur les raisons de la crise, sur son caractère définitif, particulier ou répétitif. Il s'agit de savoir fonctionner dans l'ambiance qu'elle crée et fonctionner pour pouvoir aider à la dépasser. Faire face donc, agir et créer dans tous les secteurs d'activité et d'abord l'éducation. La recherche peut-elle y aider ? Et si oui, comment ? La question n'est pas nouvelle, les réponses ne le sont guère. On le répète depuis qu'elle est identifiée, la recherche en éducation est en danger et 3 types de dangers se conjuguent. Le besoin de crédit, la dépendance de commandes et aussi souvent le manque d'imagination des chercheurs. Or, la recherche doit être à la fois accrochée aux réalités et affaires d'imagination, en termes de problématiques, en termes d'outils de recherche, en termes d'exploitation et d'interprétation des données. La recherche en éducation est devenue doublement dépendante, non pas tellement des terrains dont les problèmes vécus pourraient l'orienter, mais des modes porteuses de financement et des effets de caste. La liberté du chercheur est ainsi brimée par une soumission peureuse et un opportunisme qui se veut conquérant. Les modes ont été nationales, elles sont de plus en plus internationales. Or, si la recherche en éducation a des effets, ils sont d'abord à usage national et local. Cela n'exclut pas, bien au contraire, les contacts, ni les comparaisons ou les confrontations internationales, mais exige qu'ils soient développés sur la base de démarches et de productions spécifiées voire typées qui, par leurs différences, permettent un enrichissement réciproque. L'international en tant que tel est incompétent pour dicter thèmes et démarches aux nationaux. Ce sont eux qui construisent et exploitent l'international utile. Toujours est-il que les financements sont de plus en plus internationaux et offerts pour des thèmes issus des besoins des plus puissants des nationaux ou de gérants internationaux de la recherche très éloignés des fonctionnements précis de l'éducation. La question du financement est primordiale, ses sources et ses fonctions orientent les recherches. Un certain type de financement, mise de crédit à la disposition du fonctionnement des équipes de recherche dont on peut contrôler l'usage ne paraît pas nuisible, bien au contraire. Mais le développement de plus en plus net des financements sur projet, non sur projet des chercheurs mais sur proposition de chercheurs essayant de s'insérer dans des projets ou des thèmes décidés politiquement ou administrativement par les instances de financement, ministères nationaux ou regroupements internationaux, subordonne les chercheurs en quête de moyens, les met uniquement au service de l'élaboration d'études dont les résultats sont prévisibles à l'avance, et c'est souvent pour cela qu'ils ont été commandés, évitant tout risque de découverte, de surprise, de ces élaborations ou de ces compréhensions nouvelles qui justifient la pratique de recherche. Dans cette ambiance, les chercheurs se sont souvent fait piéger, certaines pratiques d'évaluation mesurant leur valeur à l'aune des crédits qu'ils ont pu rassembler sont particulièrement caricaturales. Dans le monde entier, alors que dans beaucoup de pays la recherche était naturellement un élément distinctif du métier d'universitaire, faire de la recherche apparaît de plus en plus comme un moyen de compléter son salaire et cela aussi bien dans des pays riches où les rémunérations sont fortes que dans les pays dits pauvres où elles sont souvent bien faibles. On ne se met plus en position de chercheur pour comprendre et savoir davantage, pour découvrir, mais seulement pour gagner un peu plus, le plus vite possible. Il ne s'agit pas de mépriser ou de nier l'intérêt de suppléments de salaire, mais en la matière,
Il assujettit encore plus les chercheurs aux financeurs déjà évoqués qui ne connaissent de la recherche que les études à court terme. Il ne s'agit pas non plus de nier l'intérêt des rapports d'études, en particulier celles qui permettent de récolter les données descriptives qui manquent dans beaucoup de pays et dont le besoin suscite parfois des observatoires tout à fait utiles, car ils offrent une base de travail aux chercheurs qui, à partir de là, peuvent plus facilement avancer s'ils ne s'y arrêtent pas, ce à quoi ils sont poussés par l'habitude prise du fonctionnement à la commande. La raréfaction des financements nés de la crise oblige à faire le point sur l'utilité de la recherche en éducation et sur ses dérives. Elle oblige à la réorienter de façon efficace par rapport à son but, la connaissance, ce qui ne correspond pas nécessairement à la mise au service de politiques momentanées. La crise proclamée ne devrait pas, au nom de choix se disant d'urgence, interdire la recherche en éducation, mais au contraire elle peut l'aider à aller au-delà en se trouvant aussi des formes plus dynamiques et moins dépendantes. Plusieurs questions peuvent alors se poser touchant le fonctionnement des financements, nationaux ou internationaux, le rôle des agences d'évaluation de la recherche et la fonction des publications, la localisation de la recherche en éducation, la réalité et le sens des demandes faites à la recherche en éducation, demandes du terrain ou de certains marchés, la liberté de la recherche aussi. Des exemples de recherche faite sans grande dépense montrent aussi que l'argent n'est pas la condition première de la conquête de connaissances. Devant l'affirmation de la crise, ceux qui portent la recherche en éducation, sans se laisser aller, ni aller, plutôt qu'accepter de l'étioler ou d'en faire un pur objet commercial, ont au contraire l'occasion de l'organiser une façon plus efficace et mieux reconnue, évitant les doubles emplois et les concurrences inutiles, affectant au mieux aux différentes institutions, liées par exemple à des instances gouvernementales ou administratives pour les tâches de type observatoire, aux universités et aux autres établissements de haut niveau pour une recherche libre, les différentes tâches qu'elle exige, faisant de vrais réseaux de chercheurs et non de la coalition de quelques-uns pour dominer le marché ou apparaître internationaux, les agents de son développement et par là, du futur à construire. Mondialisation, crise et éducation. Lise Bessette. L'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité, et de plus, le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. Hannah Arendt. 1. Introduction. La mondialisation néolibérale incite les décideurs partout sur la planète à un désinvestissement accru dans le domaine de l'éducation. Cette gestion strictement comptable de l'éducation à coup de compression continuelle se traduit par un nivellement des populations par le bas et une aggravation des inégalités sociales. Appauvries à l'extrême, les écoles et les universités peinent de plus en plus à jouer leur rôle de régulation et de promotion sociale. Cette dégradation des services offerts à la communauté est aujourd'hui à la source de la crise économique qui sévit sur toute la planète et qui se présente sous différents aspects. Certains parlent de crise de l'éducation, de l'école et de la culture alors qu'il s'agit d'une crise qui découle directement de l'échec de l'organisation du monde sous la férule néolibérale. L'objectif de ce court texte est de contribuer à la compréhension des concepts de mondialisation, de crise et d'éducation. Après avoir rappelé le sens de la mondialisation, il se propose de partager nos réflexions quant à l'existence de liens entre ces concepts et de contribuer au débat sur l'existence d'une crise de l'éducation. 2. Mondialisation. Il existe aujourd'hui une forte tendance à l'homogénéisation, à vouloir gérer partout dans le monde les affaires de l'État de la même façon, selon le mode de l'entreprise privée. Ce mouvement largement inspiré des travaux et des recommandations de l'économiste Milton Friedman est relié de très près à la mondialisation qui comporte essentiellement deux grands courants. Le néolibéralisme, envisagé comme synonyme d'une mondialisation marchande, et le mondialisme qui en rappelle la dimension idéologique, porteuse de convictions et de systèmes de valeurs renvoyant à des pratiques sociales, Passet 2001. En d'autres termes, la mondialisation entendue dans son sens large constitue un enjeu considérable tant sur le plan politique, économique et social. Sous l'influence de moyens technologiques de plus en plus perfectionnés, de la nouvelle proximité, ce mouvement prend un essor de plus en plus important. Nous assistons aujourd'hui à une véritable accélération,
et en même temps à de nombreuses dérives qui exigent des mises à jour innombrables. Passet 2001 questionne le discours sur la mondialisation. Il demande à juste titre: n'y a-t-il qu'une mondialisation? Les vrais mondialistes sont-ils ceux que l'on dit? Peut-on tolérer plus longtemps la scandaleuse mystification par laquelle ceux qui entendent d'abord ouvrir le monde aux assauts de leur propre cupidité réussissent à se faire passer pour mondialistes, cependant que ceux qui s'opposent à leur entreprise se voient qualifiés d'antimondialistes? Dans son ouvrage Éloge du mondialisme par un anti-présumé, il décrit et dénonce vigoureusement les mécanismes et les objectifs de la mondialisation prédatrice, qui offre le monde à la rapacité de la finance. Il rappelle le sens du mot mondialisme du Robert. Le vrai mondialisme, loin de se définir par rapport au champ d'action de la finance, vise à réaliser l'unité de la communauté humaine. Il expose les principes d'un vrai mondialisme qui mettrait la mondialisation au service de la communauté humaine, et pose les critères d'une autre rationalité fondée sur les impératifs de cette finalité en mettant en évidence les conséquences catastrophiques pour les hommes et les femmes de la planète de la mondialisation marchande, que d'aucuns identifient à la crise économique que nous vivons aujourd'hui. 3. Mondialisation et crise. Même si certains pays en ressentent moins les effets, la crise économique et financière, démarrée en 2008 avec la crise des surprimes, continue de faire l'actualité jusqu'à maintenant. Cependant, si l'on pousse la réflexion, on constate que contrairement à ce que l'on entend souvent, ce n'est pas une crise de l'économie que nous vivons aujourd'hui, mais une crise du système néolibéral. Est-ce un phénomène extérieur qui a provoqué la crise des surprimes en 2008, aux États-Unis? Non. C'est la logique propre au système néolibéral, lancé dans une course en avant de plus en plus folle, qui a conduit les organismes financiers à proposer des crédits à des populations de plus en plus vulnérables, malgré les avertissements répétés contre les risques de formation de bulles immobilières. Aucun pays du monde n'y échappe. En première ligne face à la crise des dettes des pays européens, les grandes banques subissent des revers boursiers spectaculaires dont elles s'empressent de se plaindre et des voix compréhensives, parmi lesquelles celle de Christine Lagarde, pour une recapitalisation des établissements bancaires européens devrait rassurer les marchés. Il ne suffit pas de constater les méfaits de ce système inhumain. Son démantèlement prendra du temps. Trop d'intérêts sont en jeu. Comme vous avez pu le constater, après que les États ont renfloué les banques sans soutenir les citoyens victimes de leurs malversations, après quelques ajustements tout a repris comme avant, business as usual. Il faut craindre que des crises, de plus en plus violentes, ne puisse que se reproduire tant qu'un système tenant vraiment compte des personnes ne sera pas mis en place. 4. Mondialisation, crise et éducation. Force est de constater qu'à travers le monde s'est instauré un ordre compétitif international qui n'est pas sans avoir un impact sur les systèmes éducatifs. Dans le monde écrasé sous le rouleau compresseur de la mondialisation néolibérale, l'école et l'université sont entrées de force dans l'ère de la compétition. L'éducation nationale de plusieurs pays n'use-t-elle pas de plus en plus du langage des méthodes des marchands? Certains considèrent que l'objectif est clairement avoué. Le système éducatif ne doit plus former des citoyens mais des employés taillés sur mesure et prêts à servir le marché rentable, le profil nécessaire à l'industrie. L'éducation devient un service rendu au monde économique, Ismaili 2003. Les liens entre mondialisation et marchandisation de l'éducation deviennent de plus en plus évidents. La mondialisation incite les gouvernements et les institutions à utiliser les universités comme de véritables outils au service du développement économique et du positionnement stratégique, tant sur le plan local que mondial, Morin, 2008. La tendance à la compétition en éducation se manifeste aussi au niveau de l'école, notamment dans le contexte d'enquêtes internationales qui sont organisées par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, Enquête PTSA, et par l'International Economic Association, TI, Enquête PTRLS, Progress in International Reading Literacy Study, TALS, International Adult Literacy Survey, TTMSS, Trends in International Mathematics and Science Study. De cette façon, les pays et les institutions d'enseignement entrent en confrontation, tout en se référant à un modèle unique qui leur est par ailleurs imposé.
L'éducation et la formation sont ainsi considérées d'abord et avant tout comme des instruments au service de l'économie. Rappelons que l'Organisation mondiale du commerce, OMC, la Banque mondiale, BM, ainsi que l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, ont été créées par les dirigeants de pays industrialisés pour servir en priorité leurs intérêts et qu'elles constituent des think tanks. Les nombreuses publications issues de ces organismes, dont la visée porte essentiellement sur l'adaptation des systèmes éducatifs à l'économie, s'inscrivent dans une logique managériale directement inspirée de l'entreprise privée à but lucratif. Cette façon de procéder encourage le monde de l'entreprise, tout hanté par l'impératif de l'efficacité, à exiger de celui de l'éducation la mise en circulation de savoirs opérationnels, concrets, à consommer dans l'immédiat, tel le prêt-à-porter. L'éducation est devenue ainsi une marchandise comme une autre. En un mot, il s'agit de trouver la formule gagnante afin de répondre aux impératifs commerciaux. L'OMC est sans doute l'organisation qui va le plus loin dans ce sens. Pour atteindre ses buts, elle offre des formations aux étudiants universitaires. À ses yeux, on devrait même aller jusqu'à transformer les établissements d'enseignement en points de service où les étudiants, clients ou consommateurs, feraient leur choix selon les pressions du marché de l'emploi. Cette conception managériale de l'éducation a suscité à juste titre bon nombre de réactions de la part notamment des sociologues des organisations, cité numéro 37. Ces derniers dénoncent sans équivoque une telle situation. De leur côté, les acteurs du monde de l'éducation, confrontés à des réformes qui témoignent d'une obsession comptable et évaluatrice relative aux dépenses en éducation, s'en inquiètent également. Les systèmes éducatifs, aux prises avec la gestion axée sur les résultats, GAR, s'essoufflent à vouloir répondre à des demandes qui s'avèrent souvent disproportionnées. Dans ce contexte, étrangement, certains banquiers, soucieux, disent-ils, du taux élevé du décrochage, proposent leurs propres solutions en se réclamant du titre d'acteurs philanthropiques au service de leurs concitoyens. À cet égard, l'exemple du groupe d'action sur la persévérance et la réussite scolaire au Québec est révélateur. Son intervention va même jusqu'à proposer de rehausser le taux de réussite scolaire à 80%. Dans cette optique, il invite à faciliter la transition vers la formation professionnelle, l'inclusion dans le système éducatif de mesures incitant à la réussite scolaire qui, dorénavant, seraient à la portée de tous. Que dire de cette étrange tangente du système éducatif chargé de l'épanouissement des étudiants et des élèves, dirigé par des ministres, qui ne les écoutent quasiment jamais sauf lors d'embrasements contestataires. Les tergiversations des ministres québécoises de l'éducation qui se sont succédé pendant la crise générée par la hausse des frais de scolarité, de l'ordre de 75%, pour pallier le problème de sous-financement des universités par l'État québécois en est un exemple patent. Devant cette réalité, des questions se posent. Que faire pour que les établissements d'enseignement du préscolaire à l'université demeurent des lieux dispensateurs d'un savoir de qualité et bénéficiant des moyens financiers suffisants pour remplir leur mission sans être réduits, pour joindre les deux bouts, à ouvrir leur espace à une publicité envahissante invitant à la consommation effrénée de produits souvent néfastes à la santé. Comment lutter contre l'échec de la démocratisation et la persistance des inégalités sociales ? Malgré l'allongement de la durée des études, et en dépit de l'imposture sur l'égalité des chances, on ne parvient pas à éluder le désastre social et humain d'une orientation par l'échec dévalorisant les élèves et les filières vers lesquelles ils sont dirigés. Dès 2002, Morin affirme que le sentiment d'une crise majeure de l'éducation dans nos sociétés modernes est aujourd'hui à peu près unanimement partagé. L'éducation, au cœur de la construction humaine, est appelée à se repenser, se refonder, inventer de nouvelles pratiques et en particulier à l'école, si elle veut sortir des contradictions et des impasses auxquelles elle se trouve aujourd'hui confrontée. Cette perception d'un état de crise de l'éducation et de l'enseignement ne date pas d'hier, ni même de l'après-mai 1968. Tout le XXe siècle est parcouru par la perception, le constat ou l'annonce de cette crise comme exprimant ou accompagnant la crise de civilisation des sociétés occidentales. Pour sa part, Nussbaum 2010 considère que nous traversons actuellement une crise de grande ampleur et d'envergure internationale, une crise planétaire de l'éducation, qui risque à terme d'être beaucoup plus dommageable que la crise économique pour l'avenir de la démocratie.
Elle constate que les humanités et les arts, considérés par les politiques comme des accessoires inutiles, ne cessent de perdre du terrain, que l'éducation pour la croissance économique méprise ces pans de la formation qui ne semblent mener ni à l'enrichissement personnel, ni à la prospérité nationale. En fait, les aspects humanistes de la science et des sciences sociales sont en recul au profit des compétences utiles. Les universités ne devraient-elles servir qu'à former une armée de travailleurs dociles, techniquement efficaces et chargés d'exécuter les plans des élites affairistes visant à attirer les investissements étrangers et le développement technologique? Est-ce vu de l'esprit ou réalité de considérer la compréhension de l'autre particulièrement dangereuse, dans le cadre de l'insensibilité morale nécessaire pour mener à bien des programmes de développement économique fondés sur les inégalités? Comment explique-t-on cette antinomie établie entre des programmes utilitaristes à visée économique, qu'on prétend favoriser, et des programmes de sciences humaines et des arts jugés superflus qu'on marginalise? Force est de constater que la crise économique a poussé de nombreuses universités à travers le monde à réorienter tout le système universitaire, à la fois l'enseignement et la recherche, dans une optique de croissance et à le considérer comme un rouage de l'économie du savoir. Dans la plupart des pays occidentaux, on a procédé à des réformes assez radicales du gouvernement de l'éducation. Ce qui caractérise ces réformes, c'est souvent le fait qu'elles sont justifiées par des valeurs de l'ordre de l'adaptation à la compétition économique et qu'elles prennent des formes technocratiques et parfois contradictoires, qui orientent les universités vers une conception strictement entrepreneuriale. En ce sens, les universités québécoises, encouragées par l'État qui souhaite briller parmi les meilleures, ont consacré ces dernières années une partie de leurs minces ressources à des développements immobiliers sur le territoire des universités concurrentielles, pour prendre leur part du marché en attirant des effectifs étudiants extraterritoriaux. C'est ainsi que l'Université de Montréal s'est installée à Laval, que l'Université de Sherbrooke a construit un campus à Longueuil, que la moitié des étudiants de l'Université du Québec à Rimouski étudient à Lévis, que le tiers de ceux de l'Université de l'Outaouais se retrouvent à Saint-Jérôme, que l'Université Laval a un pavillon à Montréal et que l'Université du Québec à Trois-Rivières se prépare à s'implanter à Drummondville, Seymour, 2012. Dans cet élan vers la conquête de nouveaux clients, de nouveaux programmes, dont la pensée critique n'est pas la composante la plus importante, ont également été créés pour former une élite technologique et commerciale compétente. Afin de rencontrer le moins de résistance possible dans cette réorientation des universités, le gouvernement québécois a présenté le projet de loi 38 sur la gouvernance des universités qui vient à l'encontre de la gestion collégiale en concentrant les pouvoirs des conseils d'administration universitaires entre les mains d'une majorité de membres provenant de l'extérieur des universités, issus du milieu des affaires ou du capital. Prenant exemple sur les pays anglo-saxons qui conçoivent l'éducation supérieure comme un produit de luxe, le savoir, que les consommateurs étudiants peuvent acquérir pour accéder à des postes rémunérateurs, le gouvernement du Québec a proposé une hausse vertigineuse des droits de scolarité au niveau universitaire. Après avoir baissé les impôts, accordé récemment des subventions généreuses à la grande entreprise et annoncé des projets de construction de routes pour le plan Nord au bénéfice de compagnies minières étrangères, voilà que le gouvernement du Québec déclare que les coffres de l'État sont vides et explique aux étudiants qu'ils doivent maintenant faire leur juste part, c'est-à-dire qu'ils doivent payer à l'avance pour les avantages concurrentiels qu'ils retireront éventuellement de leurs études quand ils accéderont au marché du travail. C'est dans ce contexte politico-économique que se situe la mobilisation étudiante contre la hausse des frais de scolarité du printemps 2012, qui a été largement appuyée par une proportion importante de la population et qui s'est maintenue pendant près de 6 mois. La loi spéciale, loi 78 votée par l'État québécois pour mettre fin à la crise provoquée par cette hausse des frais de scolarité, laisse à penser que les libertés de pensée, d'expression et de manifestation des étudiants et des citoyens sont considérées comme dangereuses. Cette loi heurte de plein fouet les libertés fondamentales reconnues tant par la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée par le Parlement canadien en mars 1982, que par la Charte des droits et libertés de la personne adoptée en juin 1975 par l'Assemblée nationale du Québec. Plusieurs ont fait observer que ce gouvernement, en fin de mandat,
n'avait pas la légitimité requise pour imposer de tels bouleversements. À cette période de l'année universitaire, l'urgence n'existait plus pour les étudiants, la fin de la session de l'hiver 2012 ayant été reportée en août. Pour le gouvernement, ce n'était pas le cas. Étant à la fin de son mandat, il devait aller en élection au cours de l'année et il ne pouvait se payer le luxe d'entrer en campagne électorale avec la rue contre lui. La loi spéciale qualifiée de loi matraque par les journaux n'a pas atteint son objectif de casser le mouvement étudiant et de canadianiser le mouvement étudiant québécois. Devant cet état de fait, des manifestations quotidiennes, même si elles étaient désormais déclarées illégales par les forces de l'ordre, réunissaient étudiants et citoyens de toutes les générations qui réclamaient l'annulation de la loi spéciale en participant à un tintamarre de casseroles quotidien dans les rues des principales villes québécoises malgré la menace d'amendes élevées. Le cas du Québec constitue, aux yeux d'une partie de plus en plus grande de la population, une illustration du fait que la crise économique provoquée par les politiques néolibérales du gouvernement en est venue à entraîner une crise sociale qui ne peut être résolue avec des actions policières s'appuyant sur une loi spéciale. L'augmentation des frais de scolarité dans les universités québécoises témoigne clairement de la soumission des dirigeants de l'enseignement supérieur à des pressions considérables afin qu'ils se conforment à la nouvelle gouvernance néolibérale. Ainsi, la compétition économique mondiale devient l'impératif majeur auquel toute institution doit se soumettre, et le système éducatif n'y échappe pas. Dans ce nouveau modèle, pour ne pas être mal classé, l'enseignement universitaire est menacé de se réduire à la formation du capital humain nécessaire aux entreprises. 5. Conclusion. De réforme en réforme, de décision en décision, de ministre en ministre, l'éducation a vécu les répercussions des crises économiques et sociales qui se succèdent. Laval, 2003, a bien démontré comment les recommandations des experts de l'OCDE, de la Banque mondiale, de l'OMC et de l'Union européenne ont été appliquées par les différents gouvernements français depuis 20 ans. Si ces recherches avaient porté sur le Québec, il aurait constaté que, là aussi, l'expertise des organismes internationaux s'est traduite par une réorganisation managériale des établissements d'enseignement mis en concurrence entre eux pour assurer la liberté de choix des clientèles, par une professionnalisation toujours plus poussée des études et par une décentralisation qui n'a rien à voir avec la démocratie. Au Québec, le mouvement des étudiants du printemps 2012 contre la hausse des frais de scolarité a contribué à la prise de conscience de la nécessité d'engager un débat sur le modèle de civilisation que nous voulons. Il n'est donc pas surprenant que le gouvernement libéral de l'époque ait alors refusé d'entendre la jeunesse qui réclamait plus d'équité et de solidarité, valeurs qui semblent aller à l'encontre de son idéologie. Au niveau universitaire, il ne faudrait pas oublier que le rôle central de l'éducation supérieure est d'apprendre à penser toujours mieux, qu'il s'agit avant tout de former le jugement critique, de Koninck, 2007. En ce sens, l'enseignement et les recherches universitaires ne devraient-elles pas davantage contribuer à clarifier les concepts de mondialisation, de crise et d'éducation et faire émerger des programmes d'enseignement plus humanistes et plus respectueux des populations ? Malheureusement, on semble abandonner la formation du citoyen averti capable de faire des choix politiques pour mieux consolider les bases de la démocratie, pour se concentrer sur la formation du simple travailleur consommateur. Référence. Arendt, H. 1990. La crise de la culture. Paris Gallimard. B7, L. 2009. Mondialisation et internationalisation des activités universitaires. Communication présentée au colloque de l'Université Paris 8, 11 au 14 5 2009. Thème : les universités au temps de la mondialisation, globalisation et de la compétition pour l'excellence. Atelier : néolibéralisme et pensée critique. B7, L. et Boutin, G. 2010. Impact de la nouvelle gouvernance sur la gestion des établissements d'enseignement. La recherche en éducation, 4. Crépuc, 2011. L'offre de formation universitaire sur le territoire québécois. Comparaison sommaire des données entre l'automne 2008 et l'automne 2010. http://www.crépuc.qc.ca/
tmg-offre-formation-universitaire-québec-automne 2008 à 2010.pdf. De Coninck, T 2007. La crise de l'éducation. Montréal, Fides. Gouvernement du Québec 2009. Projet de loi numéro 38. Loi modifiant la loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire et la loi sur l'Université du Québec en matière de gouvernance. http://www.asnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires /projet-loi-projet-loi-38-39-1.html. Ismaili, Monsieur 2003. L'école la crise. saphirnews.com. http://www.saphirnews.com/l-école-la-crise-ba a3.html. Laval, C 2003. L'école n'est pas une entreprise. Le néolibéralisme à l'assaut de l'enseignement public. Paris, La Découverte. Meuret, Dédé et Chapelle G 2006. Améliorer l'école. Paris, Presse universitaire de France. Montandon, C 2010. Crise en éducation, impasse ou dépassement d'un système éducatif obsolète. http://www.colloque-crise-ax-2011.eu/communication/liste. Member = B8520. Morin, E 2002. Pour une politique de civilisation. Paris, Arléa. Morin, E 2010. Comment vivre en temps de crise. Paris, Bayard. Naïm, Monsieur 2009. La crise mondiale de l'éducation, traduit par Monsieur Tsifra. http://story/118.3/la-crise-mondiale-de-l'éducation. Nussbaum, Monsieur 2010. Une crise planétaire de l'éducation. The Times Literary Supplement. Passet, R 2001. Éloge du mondialisme par un anti présumé. Paris, Fayard. Passet, R 2001. L'illusion néolibérale. Paris, Flammarion. Passet, R 2010. Les grandes représentations du monde et de l'économie à travers l'histoire, de l'univers magique au tourbillon créateur. Paris, Les liens qui libèrent. Rifkin, J 2012. La troisième révolution industrielle. Paris, Les liens qui libèrent. Seymour, Monsieur 2012. John Rawls contre la conception entrepreneuriale de l'université. Le débat actuel va bien au-delà de l'accessibilité et du caractère privé ou public du système d'éducation universitaire. Le Devoir, 26 et 27 mai, page 6. 2. Regard sur la recherche, production et utilisation. 1. Fonctionnement de la recherche. Certains aiment à différencier les types de recherche, par exemple, en distinguant une recherche psychopédagogique, correspondant à un examen systématique des questions concernant l'éducation et ses aspects pédagogiques, sociaux et psychologiques utilisant des données quantitatives ou qualitatives originales. Mais ces questions générales ne sont peut-être pas les plus importantes. Les questions de définition et les problèmes de la recherche ne datent pas d'aujourd'hui et, pour mieux les comprendre, il faut les placer dans le cadre socio-économique et culturel de chaque pays. Les dimensions nationales et locales, de même que les formes et les niveaux de centralisation se présentent différemment selon les pays. Ainsi, au Portugal, les instances régionales sont surtout objets de recherche et sauf pour donner des autorisations d'accès aux établissements, n'avaient pas de responsabilité en matière de recherche, en respect de l'autonomie de la Fondation pour la recherche, au niveau national. En Grèce, la recherche en éducation s'est développée avec la mise en œuvre et l'expansion, mais sans coordination, de programmes post-universitaires, 1992, la création des secteurs de sciences de l'éducation dans les facultés de lettres, 1982, et la création des départements de formation des enseignants dans les universités, 1982, est avec cette création que des doctorats ont pu commencer à être préparés dans le pays. Le regroupement récent des structures de coordination de la recherche en un institut de politique éducative, IPE,
ne semble pas encore avoir eu d'effet. Ainsi, s'y est toujours posé la question de l'autonomie de la recherche par rapport aux ministères et aux structures administratives, leur incapacité à l'utiliser est patente et se rencontre souvent dans les structures militantes ou associatives de formation. La minoration de l'utilité de la recherche se retrouve aussi bien à un niveau général que vis-à-vis de certains domaines, en particulier ceux relevant des humanités et des arts, des sciences humaines et sociales. On peut même noter avec quelque étonnement que n'existe pas en Grèce, pays fondateur de la discipline, de faculté autonome de philosophie. La question se pose de savoir si cette minoration est un phénomène permanent, ou est directement liée à la crise. Dans un système scolaire et universitaire marqué par une prolongation des études, le haut niveau semble devoir être attesté par la présentation d'un travail de recherche. Cela correspond à une multiplication de travaux automatiques, éléments de validation de cursus plutôt que construction de connaissances nouvelles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.